L'Assemblée après une nouvelle journée de mobilisation. Que peuvent encore faire les syndicats? Frédéric Souillot, le leader de Force ouvrière, avec nous dans une seconde. Et on vous dira aussi ce qu'il y a dans le texte final. À tout de suite. 22h max en direct en ces moments où tout se joue autour de la réforme des retraites. Bonsoir Frédéric Souillot. Bonsoir Maxime. Merci d'être avec nous, secrétaire général de Force ouvrière. Question très simple. Que pouvez-vous faire encore et de plus ce soir pour empêcher que la réforme ne passe demain? On peut parler aux parlementaires, ce que nous avons déjà fait, ce que nous ferons demain devant l'Assemblée nationale, pour qu'ils aient un éclair de conscience. C'est pas parce que la commission mixte paritaire est sortie ce soir avec une fumée blanche. Dedans, il y a de la communication. Sur les carrières longues, 43 ans maximum, c'est pas vrai. Si on a commencé tôt en apprentissage à 16 ans, ça fera 44 ans et 3 mois. Donc, il faut que les parlementaires prennent leurs responsabilités et ne votent pas. On voit bien ce qui se passe ce soir à l'Élysée, notamment le fait d'aller grappiller les dernières voix, etc. On sent, on n'a pas la confirmation pour l'instant, qu'il pourrait effectivement y avoir un vote demain. Et vous dit, à la dernière seconde, parce que nous irons mettre demain la pression aux députés avec les autres leaders syndicaux, certains pourraient avoir un éclair de lucidité. C'est comme ça que vous vendez la chose? Je la vends pas. Je t'achète pas non plus. Nous, on dit pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Tout ce qui a été dit et ce que certains appellent les avancées, pour tout le monde, il y aura quand même un recul de l'âge de départ. Ça, évidemment, il n'y a pas autre chose. C'est le cœur de la réforme, et puis, effectivement. Oui, mais il n'y a pas que le cœur de la réforme. On nous explique qu'il y a des avancées, que les carrières longues ne travailleront pas plus de 43 ans. C'est faux. Vous dites c'est faux. Il y a 38% qui travailleront 44 ans et un trimestre. Donc c'est faux. Mais si les députés votent la loi, ce qui semble quand même être demain c'est le moment de vérité, et on sent que même la journée d'aujourd'hui pour vous n'a pas été aussi mobilisatrice que vous pouviez l'espérer. Le pays n'a pas été bloqué. Ça, je sais pas si vous connaissiez nos espoirs. On sent que ça bouge un peu à l'Assemblée. Demain, c'est un peu le baroud d'honneur, mais d'une certaine façon, vous êtes maintenant totalement impuissant face à l'échéance qui se profile. Comment ça, totalement impuissant? C'est-à-dire que c'est pas vous qui avez la main, c'est les députés qui vont décider. Bien sûr, mais c'est pas que d'aujourd'hui que nous n'avons pas la main. L'exécutif a balayé d'un revers de main. Les manifestations, nous avons mis des millions de salariés dans la rue, proprement encadrés et tout cela. Et certains, et on l'a écrit plusieurs fois dans nos communiqués, il ne faudra pas venir chercher les responsabilités du côté des organisations syndicales s'il y a explosion sociale. Alors, faisons un scénario demain. Vote à l'Assemblée, pas d'appel au 49.3, le projet est voté. Comment vous voyez la suite? Vous continuez les manifestations dans la rue? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe? On continue. Tous? On continue. On aura une intersyndicale, on va discuter entre nous. Mais vous, la position de FO, c'est laquelle? La position de FO, c'est jusqu'au retrait. D'accord. Okay. Donc il n'y aura pas de sujet. Pour nous, il n'y a pas de... Ce ne serait pas la première fois qu'une loi a voté. Je peux même prendre le dernier, la retraite par points de 2019, 49.3 en février. En juin, le président de la République nous explique qu'il retire cette loi, qu'elle était incomprise, incompréhensible et pas équilibrée financièrement. On a bien fait de la combattre, parce que si elle avait été mise en place quand même avec un 49.3 en février, alors certains diront que c'est la pandémie qui l'a arrêté. Il y a eu le Covid entre-temps, effectivement. Mais pour autant, c'est lui qui la retire et ce sont ses propos. Il y a quand même une chose, Frédéric Souillot, c'est de savoir quels moyens et quelle force vous avez encore derrière vous. On va voir ça avec Pauline Simonet. La journée d'aujourd'hui, nouvelle journée de mobilisation, c'est une journée où on s'est moins mobilisé contre la réforme des retraites, Pauline. Oui, très clairement. D'abord, dans les rues, il y a eu 1,7 million de personnes selon les syndicats dans le pays, 480 000 selon la police. On n'est pas au niveau des manifestations les plus fortes qu'on a connues depuis le 19 janvier, mais c'est une 8e journée de mobilisation en demi-teinte, puisqu'il y a eu un peu plus de monde que samedi, mais nettement moins de monde, évidemment, que cette très forte journée de mobilisation de mardi dernier, ce record qui avait été battu. Donc, il y a un léger rebond après une lourde chute. On va voir, c'est le cas à Paris, notamment. Vous voyez 37 000 manifestants selon la police, 450 000 selon la CGT. C'est plus que mardi, mais
beaucoup moins que le 7 mars. Et c'est la même chose en fait dans la plupart des villes du pays. Au Havre, par exemple, 30 000 participants selon les syndicats, 5 600 selon la police. Là aussi, on voit que c'est plus que samedi, mais que c'est nettement moins que le 7 mars. Et on peut continuer comme ça à Marseille, notamment. On voit cette même courbe, beaucoup plus que le 11 mars, mais moins que le 7 mars. Idem à Lyon, 22 000 personnes selon les syndicats dans la rue, 8 500 selon la police. C'est 2 à 3 fois moins que mardi dernier. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé du côté des blocages, de la grève, là, effectivement, il y a des secteurs qui restent très mobilisés. Évidemment, il y a le secteur emblématique des éboueurs, notamment de la ville de Paris, où les poubelles s'amoncellaient. Là, les éboueurs ont reconduit leur mouvement jusqu'au 20 mars. Il y a d'autres secteurs qui restent mobilisés, les raffineries, le secteur de l'électricité et du gaz. Il y a eu plusieurs actions coup de poing, des actions choc, notamment des coupures d'électricité chez un élu, un sénateur, pour ne pas le nommer, des coupures d'électricité au fort de Brégançon même, vous le voyez sur cette image, c'est la résidence officielle de la présidence de la République. Eh bien, il y a eu des coupures d'électricité, puis également en Corse, 2000 clients qui ont eu l'électricité coupée. En revanche, du côté des grévistes, là, on est plutôt en chute libre. Du côté de la SNCF, seulement 15% de grévistes contre 39% le 7 mars dernier. Le secteur de l'énergie, on en parlait, chez EDF, 27% de grévistes. On était à 47% le 7 mars dernier. Et puis la fonction publique, là aussi, les taux de grévistes s'effondrent. 2,7%, c'était les chiffres à la mi-journée d'agents qui ont fait grève contre 25% lors de la grande journée de mobilisation. Donc effectivement, des chiffres qui s'effondrent du côté des grévistes. Ça ne vous inquiète pas, Frédéric Soudio? Merci, Pauline. Non. Ça ne vous inquiète pas? Ça ne m'inquiète pas parce que là, vous donnez les chiffres. Et si on prend tous les chiffres des entreprises du privé, par exemple, Manitou à Nantes n'arrive plus à livrer ses chariots élévateurs parce qu'ils sont en grève reconductible. Alors, ils ne font pas grève toute la journée. Mais ils sont organisés. Qu'il y ait des points de blocage, qu'il y ait des grèves par-ci par-là, effectivement. Mais vous voyez bien ce qui est en train de se passer. Moins de grévistes, même dans les entreprises qui étaient très mobilisées, SNCF, RATP, etc. Ça roule. Il y a la résignation, en quelque sorte, en fait. Il n'y a pas de résignation. Moi, je vous le dis, j'ai toutes les remontées de mes départements. Là, c'est les manifestations. Tous les points de blocage, et ce matin, devant le rectorat de Rouen, notamment, il y a tout un tas d'endroits où ils sont en train de monter sur les ronds-points, sur les choses comme ça. Et en fait, le fait de ne pas être entendu, ça attise de la colère. Pour l'instant, les organisations syndicales tiennent les choses. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire au président de la République, alors je l'ai vu qu'une fois, et je venais d'être élu, on ne se laissera ni déborder par la gauche ni par la droite. Mais Frédéric Soudio, vous dites, même s'il y a vote demain, quelle que soit la manière dont la loi passera demain, on continuera jusqu'au retrait. Est-ce que vous êtes sûr que toute l'intersyndicale vous suivra? Si on prend par exemple les propos de Laurent Berger le week-end dernier sur BFM TV face à Jean-Baptiste Boursier, qui dit qu'il respectera la légalité. Des mots dans lesquels on peut entendre, écoutez, une fois que si c'est voté par le Parlement, c'est voté et il faudra passer à autre chose. Et écoutez, si je prends le CPE ou d'autres lois, elles étaient votées, les mobilisations ont continué. Oui, mais Laurent Berger sur le CPE dit le CPE, il y avait toute la jeunesse dans la rue, alors que là, le fait est que la jeunesse ne s'est pas mobilisée, que l'économie n'est pas à l'arrêt, qu'elle n'est pas à genoux. On parle pas de la même chose. Quand on parle CPE ou retraite, on parle pas de la même chose. Non, mais votre argument qu'on entend, c'est le CPE était voté, mais pas promulgué. Mais Laurent Berger dit précisément parce que la jeunesse s'était mobilisée, alors que là, cette fois, la jeunesse ne s'est pas mobilisée. Il n'y a pas de facteur particulièrement bloquant aujourd'hui, écoutez, que ce soit dans l'économie ou... Alors, c'est vrai que j'entends ça depuis le début. Et c'est pas la première fois, Benjamin, que nous avons ce débat. Aujourd'hui, on a poussé les uns et les autres sur la grève des éboueurs, et je discutais avec un avant de rentrer sur le plateau. C'est vrai que cette fois, la grève, elle se voit, elle se sent même. Elle est très odorante. Parce que la grève par procuration, sur ce sujet de réforme des retraites, elle n'est pas là. Il y a plein d'entreprises du privé. Si je prends les travailleurs de l'agroalimentaire, et notamment les abattoirs, ils ont fait grève 3 jours la semaine dernière. Ils en rentament une à partir de demain.
Et voilà. Moi, je vais bien dans le sens de M. Souillot. C'est-à-dire, moi, je pense qu'effectivement... Je vous attendais pas là. Bah oui, mais attendez, je regarde. J'ai quand même une grosse habitude des mouvements sociaux derrière moi. C'est vrai. Moi, je pense que c'est le débat à l'Assemblée. Et je pense que le mouvement social est un peu en apnée en ce moment. Il attend de voir ce qui va se passer à l'Assemblée. Et il se dit, c'est pas la peine de manifester massivement maintenant. Il attend ce qui va se passer. Il y a une espèce de bulle, si je puis dire. Et moi, je pense que le gouvernement aurait tort de se réjouir trop vite des chiffres que vient de donner Pauline Simonet. Et qu'il peut très bien, après, il y a un vote positif. Alors, je ne parle pas évidemment de dissolution de l'Assemblée nationale, de ce scénario. Mais il peut très bien y avoir, après le vote positif, une flambée du mouvement social. C'est tout à fait possible. Une menace de violence. Et voilà, enfin, on entend un peu dans mais Monsieur Souillot, je pense avoir bien traduit ce que vous pensez. Oui, mais non seulement ce que je pense, mais ce qui nous remonte. Oui. Et nous le disons depuis au moins 2 communiqués intersyndicales où il ne manque aucune organisation. L'explosion, on la sent et on la ressent. Tout un tas de camarades, quelle que soit l'organisation syndicale, nous disent on n'a rien cassé. On a fait grève, c'est un droit constitutionnel, point. S'il faut qu'on bloque ou qu'on casse pour qu'on nous entende, on l'entend de plus en plus souvent. C'est quoi, c'est une menace au fond? Oui, C'est-à-dire, vous dites, non. si le gouvernement ne bouge pas... Non, jamais je ne menace, Benjamin, jamais je ne menace. De dire... Je vous parle Il y juste... a un côté, on vous aura prévenu. Je vous parle juste des remontées que nous avons, et nous l'avons écrit dans les communiqués de presse en disant la responsabilité de l'exécutif, s'il y a explosion sociale, sera pleine et entière. Frédéric Souillot, il faut qu'on parle du cœur du texte. Oui. Il y a eu un accord cet après-midi entre sénateurs et députés. Benjamin Duhamel, comment on résume la chose ce soir sur les points clés, justement? Sur les points clés, on peut dire qu'il y a eu une confirmation d'un certain nombre d'acquis du Sénat. Alors, effectivement, je vais suivre ce qui est à l'écran. Bien sûr, le recul de l'âge légal à 64 ans, ça a été confirmé, ça a été voté au Sénat. Et puis, de toute façon, c'est le cœur du texte. Sur les carrières longues, c'est excessivement compliqué parce que, en réalité, ce qui est ressorti de la commission mixte paritaire, c'est effectivement une évolution par rapport au texte sorti du Sénat, mais ce n'est pas pour autant ce que demandait Aurélien Pradié, à savoir le fait que personne parmi les carrières longues n'ait à cotiser plus de 43 ans. On n'y est pas. Voilà, malgré le fait que les Républicains essayent de vanter que personne n'aura à cotiser plus de 43 ans. Pour la bonne et simple raison que c'est une mesure, celle qui a été choisie, qui coûte 300 millions d'euros, alors que la mesure dite Pradié avait été estimée à 2 milliards. Donc, de toute façon, il y a quelque chose d'assez simple. Les chiffres, ça dépendait des chiffrages, en tout cas 2 milliards ou plus. Donc, de ce point de vue-là, les chiffres ne mentent pas. Sur la question des pensions des mères de famille, là, pour le coup, c'est la surcote de 5%, ce qui avait été voté au Sénat, c'était une ligne rouge des sénateurs les Républicains. Ça a été confirmé. Donc ça, effectivement, ça apparaîtra dans le texte final qui sera soumis demain aux sénateurs et aux députés. Et puis, vous avez un dernier point sur l'emploi des seniors. C'est ce fameux CDI senior qui était poussé par les sénateurs. Il avait été voté, mais il avait été voté avec un coût important, 800 millions d'euros. Et le gouvernement disait ça coûte trop cher, ça marche pas forcément, il y a un effet d'aubaine pour les entreprises. Donc ce qui a été décidé en commission mixte paritaire, c'est en réalité de le rendre expérimental. Ça veut dire qu'en fait, on a divisé par 8 le coût, c'est plus que 100 millions d'euros. C'est assez symbolique, mais cela permet de dire aux sénateurs, regardez, ça apparaît quand même dans le texte. Frédéric Souillot, pour conclure, ces changements-là ne changent rien pour vous. Mais non, ça ne change rien. Mais c'est les 64 ans. CDI senior, il y a un CDD senior dans la loi depuis 2006. La Cour des comptes a rattrapé le gouvernement en 2019 en disant qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'indicateur, vous le mettez en place, pas en place, qu'est-ce qui se passe? Et là, le CDI senior, c'est un effet d'aubaine sur des allègements de cotisation. Nous, ce que nous disons, gardons les seniors dans l'entreprise. Aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. Demain matin, ils font quoi? Ils finissent aux minima sociaux? Et après, on nous parlera de cohésion sociale dans la République? Non. De toute façon, pour vous, Frédéric Souillot, le point de friction, c'était ce décalage à 64 ans de l'âge de départ légal à la retraite. Donc finalement, les autres mesures n'ont pas beaucoup d'intérêt pour vous. Qu'on discute de toutes les autres mesures, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Ah bah oui, d'accord. Ouais. Ouais, mais autant mettre la réforme à la poubelle. Eh bien, ça tomberait bien, comme ça les éboueurs reprendraient le travail, et puis on serait débarrassé de tout cela.
On parlera des éboueurs dans un instant. D'ailleurs, évidemment, parce que ça continue. S'il y a réquisition, qu'est-ce que vous dites? Parce que là, on y va tout droit. Eh bien, j'en ai discuté avec eux. Eh bien, on ira en référé heure par heure pour attaquer les réquisitions contre les éboueurs. Pour vous, c'est une manière de casser la grève? Bien évidemment, mais on l'avait déjà fait dans les laboratoires biologiques à Rennes, à Fezin il n'y a pas très longtemps, et dans les raffineries aussi. Ça sonne un peu quand même, M. Souillot, pardon d'être un peu provocateur, mais on le répète aussi autour de la table souvent ici, on voit bien que ceux qui font grève aujourd'hui et qui sont les plus durs, c'est très visible les éboueurs, mais ce sont des gens qui ont des régimes spéciaux. Ça coûte 6 milliards d'euros au régime des retraites, et qui sont les plus en pointe dans les blocages, c'est-à-dire les raffineries, l'énergie, les éboueurs. Alors, raffinerie, il n'y a pas de régime spécial. Des régimes spéciaux. L'énergie, la RATP. Et donc, c'est pas des régimes spéciaux, ça s'appelle du contrat social. C'est compliqué aujourd'hui, si vous voulez, d'être solidaire pour les Français de ces personnels qui bloquent aujourd'hui, mais pour préserver un acquis. On comprend qu'ils veulent le préserver, mais qui paraît aujourd'hui un peu anachronique. Mais non, il n'y a pas d'anachronisme. Quand ils ont signé leur contrat de travail dans le contrat social, le départ en retraite, la pénibilité pour les éboueurs. Les systèmes de retraite ne rentrent jamais dans un contrat social, ils rentrent dans un statut. Oui, et alors il ne faut pas dire que ça rentre dans un contrat social. Combien il y a de régimes spéciaux aujourd'hui? Combien il y en a? Pas seulement ceux que Bruno Retailleau avait décidé de supprimer et tout cela, il y en a beaucoup plus que cela. Oui, mais... Oui. Donc, ne dites pas que les gens font grève pour le plaisir de faire grève. J'ai pas dit ça. On reviendra à ça, évidemment, dans un instant, sur ces débats autour des retraites, bien sûr, de ce qui s'est passé autour de la table de l'Élysée ce soir avec Emmanuel Macron. D'un mot, quand même, Benjamin Djamel, il y a une chose qui se précise, une menace que fait planer l'Élysée? Oui, ce que peut vous dire BFM TV ce soir, c'est qu'à l'occasion de cette réunion à l'Élysée, avec donc Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et Franck Riester, le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Emmanuel Macron a très clairement fait planer la menace d'une dissolution en cas de vote négatif demain. Ça veut donc dire, pour ceux qui nous regardent, si le choix qui était fait était d'aller au vote, c'est-à-dire de ne pas utiliser le 49.3, c'est un risque qui est pris parce qu'on sait bien que ça peut se jouer à quelques voix. Et si d'aventure ce vote était négatif, là où certains expliquaient qu'il pourrait éventuellement y avoir une deuxième lecture, que les choses au fond pourraient continuer comme si de rien n'était, Emmanuel Macron, il dit, attention, là, clairement, je pourrais dissoudre. Je pourrais dissoudre. Ça ne veut pas dire que la dissolution est automatique, mais ça veut dire qu'il se laisse la possibilité. Et d'un mot, c'est une façon très claire de mettre la pression sur qui? Sur les Républicains, qui, pour beaucoup, ne veulent pas retourner aux urnes, qui, pour beaucoup, sont des sortes de miraculés du crash présidentiel de Valérie Pécresse qui fait 4,7%, et qui, s'il votait contre demain, eh bien, pourrait peut-être réfléchir à deux fois si ce vote contre aboutissait à un rejet de la réforme des retraites et aboutissait à de nouvelles élections législatives, où là, eh bien, ce serait pour le coup le grand saut sans aucune certitude d'être réélu. Votre réaction ce soir? Rien de neuf sous le soleil, il nous en avait déjà parlé en octobre. Dissolution si jamais le budget ne passe pas. Si motion de censure est adoptée. Oui, rien de neuf sous le soleil. Bon. Et c'est vous qui me disiez que c'était moi qui menaçais? Bravo. Merci.